Bonjour à tous, je suis Louise Delaven, responsable administrative du réseau Périnette Nouvelle-Aquitaine depuis 3 ans. N'hésitez pas, si vous ne nous entendez pas très bien, de le dire dans le chat également. On va essayer de parler fort et distinctement. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de se retrouver autour d'un webinaire thématique à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, donc la SMAM 2025, qui porte sur la thématique prioriser l'allaitement, créer des réseaux de soutien solides et durables. Voilà, donc on va pouvoir laisser la parole à Muriel Rébola, qui va être notre modératrice lors de ce moment d'échange qui durera donc 2 heures. On remercie tout particulièrement nos intervenantes, donc nos partenaires aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir une référente IHAB qui se présentera juste après, le CHU de Bordeaux, enfin le Lactarium, excusez-moi, de Bordeaux. On n'oublie pas le soutien de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui est notre principal financeur et donc qui nous donne la possibilité, les moyens en tout cas aujourd'hui d'organiser ce temps d'échange. On remercie également le département de la Dordogne via la PMI, la Leche League France et l'OMEDIT qui est aussi connecté. Donc si vous avez des questions lors des échanges sur vaccination et allaitement, n'hésitez pas à nous interpeller, ils se feront un plaisir de nous répondre. Merci beaucoup. Donc plus de 440 excusez-moi, inscrits aujourd'hui. Évidemment, on aura quelques perfs, hein. Vous imaginez que tout le monde ne va pas se connecter, mais en tout cas, on est très nombreux et pour une première, on est très satisfaite. Quelques slides, donc juste la répartition des participants aujourd'hui qui se sont inscrits, une majorité donc d'hospitaliers privés et publics. La PMI est également très bien représentée. Merci vraiment pour votre participation. Au niveau des professions, sages-femmes et infirmières puéricultrices représentent une grande partie des candidats aujourd'hui, enfin du moins des inscrits, excusez-moi. Et sur les départements, évidemment, une grosse représentation du 33 du fait de sa démographie en termes de département. Mais on n'oublie pas le 47 et le 86. Et attendez, je me suis trompée de couleur. Tac, tac, tac. Et le 17. Le 17 est très bien représenté également. Pour le confort de tous, on a coupé les micros. Alors, c'est pas pour vous interdire de participer. Comme on l'a indiqué au démarrage, mais peut-être que tout le monde n'était pas connecté, n'hésitez pas à nous solliciter via le chat. Et nous, tout au long des échanges, on essaiera également de répondre aux questions qui nous ont été adressées via le formulaire d'inscription. Le contenu est enregistré, donc normalement vos vignettes n'apparaîtront pas sur l'enregistrement et la rediffusion vidéo. On verra avec notre web designeuse. Mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à couper votre caméra si vous ne voulez pas apparaître sur l'enregistrement. Et nous, techniquement, vraiment, on nous fera en sorte que les vignettes apparaissent. Nos intervenantes, je vais laisser la parole à Muriel. Muriel, tu as la petite zapette pour passer qui est juste devant le docteur Lamiro. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Merci. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas au réseau Périnate d'avoir organisé ce webinaire. Donc moi, je fais partie du réseau Périnate puisque je suis la pédiatre coordinatrice du parcours Cocon, d'expérimentation Cocon. Et par ailleurs, on m'a demandé de modérer aujourd'hui puisque je suis formée à l'allaitement et à la santé environnementale. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, alors hop, je n'arrive pas à passer la suite. Ça Ah, ça prend y est, peut-être un c'est petit bien. peu de temps, Voilà. il y a peut-être un Ouais. petit décalage. Donc, le docteur Delphine Lamiro, qui est la pédiatre du Lactarium de Bordeaux et qui est consultante en lactation, et Madame Isabelle Courrèges, qui est la responsable de la collecte du Lactarium, hein, puisque, enfin, vous expliquerez, mais c'est une collecte très large. Je continue. Madame Sandrine Const, donc, qui est sage-femme à la clinique Bordeaux-Rive Droite et qui est donc référente en IHAB et qui a porté le projet de l'IHAB au sein de son établissement. Donc, il nous fera un focus sur l'IHAB. Madame Cécile Laborie, qui est sage-femme en PMI 24 et qui est référente en santé environnementale, puisqu'elle a le DU de santé environnementale. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Madame Ricochon, qui est référente de la Leche League France et qui nous fera du coup un point aussi sur comment soutenir les femmes dans leur allaitement.
Donc, juste un petit focus sur les actualités du réseau Périnat autour de l'allaitement maternel. Du coup, le réseau Périnat s'est engagé grâce à une commission de travail spécifique de santé publique autour du coup de la promotion de l'allaitement maternel, principalement depuis l'année dernière, avec des actions de communication lors de la SMAM 2024. Le site internet a également été complètement refondu pour mettre en avant les outils que vous avez à disposition et qui sont aussi à disposition des familles. Il y a des guides d'aide à la prise en charge qui sont en cours de validation, on va y revenir après. Et puis du coup, l'organisation de ce webinaire aujourd'hui, on vous remercie d'être aussi nombreux. Alors les actions de communication au niveau de la SMAM, peut-être que vous les avez vues passer. On a eu des outils de créés par la commission allaitement qui, pendant la semaine de la SMAM, donc du coup sur 5 jours, tous les jours ont été diffusés des outils sous forme de marqué-page ou de newsletter qui sont sur des thématiques bien précises et qui peuvent répondre à des petites questions qu'on se pose souvent quand on est un professionnel et qu'on soutient l'allaitement. Donc, vous voyez des questions sur le colostrum, comment faire attention à ce que la tétée soit efficace, par exemple, la conservation du lait maternel, voilà, le don de lait, et puis une question qui revient souvent chez ces mamans, comment on continue à pouvoir allaiter avec la reprise du travail. Donc, ces outils sont sous forme de marque-page disponibles sur le site du réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine. Et ils sont également sous forme d'affiches que vous pouvez télécharger sous forme de PDF modifiable sur le site du réseau Périnat. Et l'intérêt de ces affiches modifiables, c'est que vous pouvez, au sein de vos établissements notamment, marquer dans l'encart en bas à droite des affiches les référents allaitement dans votre établissement. Donc, ça permet d'avoir une bonne visibilité pour les patientes. Donc voilà, les mêmes explications, mais sous un format différent. En ce qui concerne notre site internet, n'hésitez pas à aller sur le site du rpna.fr où vous avez donc les thématiques sur l'allaitement qui ont été reprises également. Donc vous voyez les bienfaits de l'allaitement, la mise en place de l'allaitement sur les premiers jours, les complications, la conservation du lait et la reprise du travail. Et donc, ces thématiques, vous allez les retrouver quand vous êtes sur le site du RPNA. Vous avez à gauche, ça, oui, ça marche pas. À gauche, vous avez deux liens qui sont intéressants. Vous avez le petit triangle là qui sont donc du coup les outils du RPNA et vous tombez directement enfin pardon, les thématiques et vous tombez directement sur les thématiques dont je viens de parler. Et puis au-dessus, vous avez également la petite valise qui va vous amener sur la thématique de l'allaitement maternel. Vous avez également plein d'autres thématiques, notamment la santé environnementale avec des outils intéressants. Mais du coup, si vous cliquez sur la valise, vous avez également accès à des documents, notamment les recommandations de l'HAS, par exemple, qui sont quand même, ou des livrets sur l'allaitement qui peuvent être vraiment source d'informations auprès des familles également. Donc voilà, c'était un peu la refonte du site et comment ça peut se présenter sur les thématiques autour de l'allaitement. Donc n'hésitez pas à aller les voir et à cliquer sur tous les documents mis à votre disposition. En ce qui concerne les guides d'aide à la prise en charge, deux guides sont actuellement en cours de validation, un sur la mastite et un sur les abcès que vous pourrez également retrouver en tant que professionnel conventionné avec le RPN. Voilà, il se présente de cette forme comme tous nos guides d'aide à la prise en charge en obstétrique et en néonatologie par ailleurs. Et enfin, du coup, le webinaire dans lequel nous allons rentrer dans le vif du sujet dès maintenant, qui est sur comment prioriser l'allaitement, créer des réseaux de soutien solides et durables. Et donc, dans le durable, eh bien, on va parler également en santé environnementale et allaitement. Donc, nous allons débuter tout de suite avec le docteur Lamiro et Isabelle Courrèges sur le lactarium. Ensuite, Madame Laborie nous fera une présentation sur le développement durable et l'allaitement. Madame Comte sur le label initiative Hôpital Ami des bébés et Madame Ricochon sur l'association de la Leche League et comment accompagner les femmes. Bien sûr, encore une fois, vous ne pouvez pas du coup communiquer à l'oral pour vos questions, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions et remarques dans le chat.
Bonjour à tous. Donc, en effet, comme nous a présenté Muriel, je te remercie. Donc, nous travaillons au Lactarium. Donc, je suis docteur Delphine Amiro, je suis pédiatre, consultante en lactation. Et Isabelle Couret, je suis donc responsable de la collecte de dons de lait maternel sur le secteur que couvre le CHU de Bordeaux, qui est un grand secteur de collecte, on va y revenir. Alors, qu'est-ce qu'un lactarium? Donc, un lactarium, c'est un petit peu prétentieux comme nom, mais c'est un centre de référence de l'allaitement. Nous avons deux axes, à la fois, j'appuie trop, pardon. Oui, il y a un petit temps. Ouais, voilà, il y a un petit temps, là, je pense que, voilà. À la fois, donc, promotion de l'allaitement maternel. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est très large. On va s'occuper de l'allaitement maternel, du lait maternel, du lait maternel. Et une deuxième mission, c'est en effet celle que vous connaissez le mieux, qui est le don de lait. Donc, récolter du lait pour ensuite le pasteuriser, pour le distribuer aux bébés malades et notamment aux bébés prématurés. Et c'est vrai que je vais insister particulièrement sur cette première mission de promotion de l'allaitement maternel et pourquoi, compte tenu des bienfaits très importants du lait maternel, aussi bien pour la maman que pour le bébé. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour faire un cours, mais je vais rapidement donner les principaux bienfaits que l'on connaît. Ce sont vraiment les bienfaits, j'ai envie de dire, généraux, en sachant que tous les jours, il y a des publications qui sortent, qui sont très très importantes et qui démontrent de plus en plus les bienfaits de l'allaitement et dans la composition du lait maternel. Tous les jours, on découvre de nouvelles molécules avec des effets extraordinaires. Donc, bon, bien entendu, l'allaitement, c'est le prolongement de la grossesse. Durant la grossesse, bébé est en nutrition continue par le placenta, par le cordon ombilical, et après la naissance, il va être en nutrition discontinue par le sein. Le sein étant pas loin du tout de l'utérus. Alors, un des bienfaits pour la maman sans transition, c'est le fait qu'en allaitant, elle va avoir des contractions utérines grâce à l'ocytocine qui également entraîne une contraction des cellules musculaires au niveau du sein. Donc, elle va retrouver son utérus de la forme initiale plus rapidement, ce qui veut dire aussi moins d'hémorragie. Poids et masse grasse également qu'elle va retrouver plus rapidement. Hein. On dit aussi qu'il ne faut pas que elle maigrisse trop vite, donc il faut bien les 6 mois peut-être qu'on en parlera tout à l'heure par rapport au toxique qu'on peut avoir dans la matière grasse. Il n'y a pas plus d'ostéoporose, donc ça a bien été mis en évidence. C'est un facteur de protection de cancer du sein dans ce mois, au mois d'octobre, hein, octobre rose, et également cancer de l'ovaire. Diminution de risque de pathologies métaboliques et cardiovasculaires. Hein. Il a bien été démontré que les tensions artérielles des mamans, que ce soit systoliques ou diastoliques, ça a été prouvé par des études scientifiques de bonne qualité, sont beaucoup plus faibles chez les mamans qui ont allaité. Également, une meilleure réponse, estime de soi, une meilleure réponse face au stress, un meilleur bien-être. Tout ça, c'est bien entendu multifactoriel, mais c'est en lien avec l'allaitement. Moins de dépression postpartum, un meilleur lien mère-enfant qu'on va retrouver également comme avantage dans les bienfaits pour l'enfant. Et puis, bien entendu, un énorme intérêt économique et écologique. Si on le compare aux préparations pour nourrissons, vous pouvez le concevoir facilement, puisque finalement, allaiter, c'est gratuit. Bienfait pour le bébé, grâce aux énormes propriétés immunologiques du lait maternel, diminution des infections, notamment dans les premières semaines, les gastroentérites, les otites, les infections respiratoires basses. Diminution également de l'asthme, notamment dans les populations allergiques. Facteurs protecteurs métaboliques, donc pour le diabète de type 1 et de type 2, donc les enfants et les futurs adultes vont avoir moins de risques de diabète, de surcharge pondérale, d'obésité, également de maladies cœliaques et d'autres maladies aussi auto-immunes. Diminution le risque de mort subite du nourrisson. Il a été aussi démontré moins de cancers chez l'enfant et notamment les cancers hématologiques. Moins de caries aussi, hein, et
on va dire, d'anomalies de mal et de malocclusion dentaire, hein, du fait de la succion au niveau du sein qui est complètement différent de la succion avec un biberon. Et également aussi, de nombreuses études ont démontré un avantage sur la maturation cérébrale, sur la croissance cérébrale, notamment la substance grise, avec aussi un meilleur développement cognitif, avec des scores de neurodéveloppementaux qui sont meilleurs, et notamment aussi chez le prématuré. Et aussi chez le prématuré, gros avantage, et donc là, la place aussi du lactarium, je vous l'ai dit en introduction, pour justement, on va pouvoir délivrer au prématuré du lait de don, puisque le bébé prématuré ne peut pas avoir autre chose que du lait maternel. Le lait maternel, on a bien mis en évidence qu'on avait une diminution du risque d'entérocolite ulcéro-nécrosante, qui est le risque principal majeur de pathologie digestive de cette population-là. Voilà, donc de gros avantages qu'il est important de connaître pour faire un choix éclairé sur le choix d'allaiter ou pas, d'être accompagné, d'être soutenu. Et comme le thème était quand même le lactarium, on voulait vous présenter, si on a le temps, le petit film du lactarium de Pessac qui a été construit, et nous sommes dans ce lactarium depuis l'année dernière, et avant nous étions sur Marmande. Vous avez beaucoup entendu parler peut-être du lactarium de Marmande. Il est fermé maintenant, il est à Pessac avec exactement les mêmes fonctions. Le lactarium Charlotte, bonjour. Si vous souhaitez faire un don de lait, je vais vérifier avec vous qu'il n'y a pas vous n'avez pas de contre-indication. Est-ce que vous êtes fumeuse? Non, vous n'avez jamais été transfusée? Non, d'accord. Vous avez bien un congélateur chez vous? Ok, super. Donc il n'y a pas de contre-indication en premier lieu. Je vais vous donner le numéro de la collectrice qui s'occupe de votre secteur. Je suis le docteur Delphine Lamiraud, je suis pédiatre, consultante en lactation, et je suis le médecin responsable des lactariums du CHU de Bordeaux. En effet, au CHU de Bordeaux, nous avons deux lactariums. Un lactarium sur le site de Pellegrin, au niveau de l'hôpital pédiatrique, et un lactarium à Haut-l'Évêque, à Pessac. La spécificité du lactarium Raymond Fourcade à Pessac est d'être le plus gros lactarium de France. Nous ne recevons que des dons anonymes. C'est vraiment une énorme collecte de 16 000 litres de lait par an, et nous traitons environ entre 300 et 400 litres par semaine. Nous avons deux types de production, pasteurisation puis congélation pour envoi du lait pasteurisé dans la métropole, et pasteurisation puis lyophilisation, c'est-à-dire du lait en poudre pour les dom-toms. La particularité de cette lyophilisation, cela nous permet d'envoyer donc du lait en poudre à température ambiante avec un délai de conservation de 18 mois versus 8 mois pour le lait pasteurisé congelé. Donc un net avantage. Le lait pasteurisé du lactarium est à destination des prématurés. Nous pouvons également l'utiliser pour des bébés avec un faible poids de naissance ou des bébés qui ont des pathologies cardiaques ou digestives. Mais dans 99% des cas, ce sont pour les bébés prématurés. Parce que le bébé prématuré ne peut pas boire autre chose que du lait maternel. Et plus il va être né prématurément, plus il va avoir besoin de ce lait maternel. Ici, nous avons des équipements de dernière génération, une implantation exceptionnelle avec une véritable marche en avant, du lait cru jusqu'au lait pasteurisé qui va être expédié, avec un lyophilisateur conçu spécifiquement pour la lyophilisation de ce lait maternel. C'est vraiment une grande chance. Je suis Julie Gonzalez, responsable de production du lactarium du CHU de Bordeaux. C'est le seul lactarium à lyophiliser en France et dans le monde à échelle industrielle. Cette étape, elle intervient après la pasteurisation et ça nécessite un changement de bouchon. On le fait dans un environnement avec flux laminaire sous classe A pour maîtriser la contamination du lait. À la
fin du cycle, le vide est fait dans le flacon et ensuite le flacon est bouché à l'intérieur du lyophiliseur. Donc le lait lyophilisé, en fait, historiquement, il était utilisé en métropole et dans les dom-toms et actuellement, on cible principalement les dom-toms qui ont des conditions climatiques plus contraignantes que nous pour du lait congelé. Je suis Audrey Jouran, je suis pharmacien et ingénieur qualité gestion des risques. Mon travail principal, c'est de travailler sur les risques inhérents à notre activité. On travaille sur un produit sensible et puis l'activité humaine produit des risques. Donc on essaie de maîtriser ces risques. Pour ça, on améliore les processus de travail, on augmente la sensibilité du personnel au risque, qu'il soit plus vigilant. On essaie de standardiser les pratiques pour que les gens travaillent toujours de la même manière et du coup limiter l'aléatoire sur des activités qui sont sensibles. La particularité du lactarium de Pessac, c'est son côté industriel, qui se rapproche un peu de l'industrie pharmaceutique. Mon rôle, c'est surtout de coordonner cette démarche et d'inciter la qualité, c'est fait par tout le monde. Et la détection des risques, elle doit être portée par tous les agents. C'est vraiment un travail de groupe, d'équipe. On va réfléchir ensemble à l'amélioration de nos pratiques. On va aussi décortiquer les phénomènes qui nous ont menés aux erreurs. Vraiment, le but, c'est de trouver sur nos procédés qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et qu'est-ce qui fonctionne pas bien et comment on pourrait trouver soit des solutions palliatives, préventives ou curatives. Je m'appelle Isabelle Courrèges, je suis responsable de la collecte de dons de lait maternel au lactarium du CHU de Bordeaux. Mon métier consiste à gérer, organiser la collecte de lait cru sur notre secteur, qui est un très grand secteur de collecte puisque on collecte le lait cru sur tout le quart sud-ouest, plus dans la région de Rouen. 17 collectrices sont à temps plein. La collectrice a pour mission de promouvoir l'allaitement et le don de lait maternel. Donc c'est une professionnelle de santé qui est auxiliaire de puériculture. La collectrice se déplace au domicile de la maman. Elle lui fournit le matériel nécessaire, à savoir des biberons stériles. La maman recueille son lait avec des critères d'hygiène particuliers. Et puis lorsque la maman a recueilli son lait, elle l'identifie avec une étiquette qui est donnée par la collectrice. Elle le met au congélateur et la collectrice va repasser récupérer ce lait en fonction de ce qui aura été défini avec la maman. Une sérologie est à réaliser lors du premier don et cette sérologie elle est à renouveler tous les 3 mois lorsque le don est un peu long et ça peut être souvent le cas. Le don de lait maternel est vraiment très important. Il est beaucoup moins connu que le don de sang, mais on est exactement dans le même contexte. Donc nous avons besoin de dons toute l'année pour pouvoir assurer la production et pouvoir distribuer ce lait dans tous les services de néonatologie. Voilà ce petit film du nouveau lactarium de Pessac, ça vous a ouvert les portes de ce nouveau centre de traitement du lait qui est vraiment avec de très haute qualité technologique de fabrication. Donc le petit film vous a dit beaucoup de choses. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est comme je crois qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui sont connectés, eh bien c'est de prendre le relais de notre parole sur le don de lait maternel, puisque vous avez compris que ça sauve des vies au même titre que le don du sang. Notre problématique, c'est communiquer autour de ça. Donc, plus vous serez nombreuses à diffuser aux mères allaitantes que c'est possible de donner son lait, eh bien, il faut le faire et vous faites ainsi partie de la grande chaîne de communication. Et c'est très important pour nous que ça puisse comme ça s'agrandir et faire tache d'huile, on va dire. On a à peu près 2500 donneuses par an au lactarium, mais voilà, on est toujours très vigilantes à la quantité de lait cru que l'on peut collecter, parce qu'évidemment ça conditionne le lait pasteurisé, congelé ou lyophilisé qu'on peut distribuer de l'autre côté au profit des bébés prématurés. Donc tout ça est toujours un peu en tension. Donc merci pour votre collaboration dans la diffusion de l'information du don de lait. On nous avait également demandé de dire un petit mot sur la conservation. Donc là, on ne va pas être long du tout, mais juste dire que en ce qui concerne le CHU de Bordeaux, nous respectons en fait les règles de l'AFSA 2005 et pas d'autres qui peuvent exister, à savoir très rapidement, donc une fois que le lait est exprimé, il peut rester donc 4 heures à température ambiante, sur des températures bien entendu inférieures à 28.
Et surtout, donc, il faut qu'il aille au frigo. C'est un produit vivant, donc il va bouger, qui va se modifier. Il y a énormément de molécules bioactives dans le lait maternel et également des bactéries. Donc, il y a énormément de bonnes bactéries. Il y a surtout beaucoup de très bonnes bactéries qui va faire le probiotique, mais aussi il peut y avoir des bactéries pathogènes. C'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'on laisse le lait au réfrigérateur uniquement 48 heures. Au-delà de la 48 heures, si on n'a pas consommé, il faut absolument le jeter ou le congeler ou le boire. Et là, au congélateur, il peut y rester 4 mois. Si jamais on souhaite donc décongeler du lait, on va prendre le lait dans le congélateur et le décongeler au frigo, comme toute denrée alimentaire. Et une fois qu'il est décongelé, il peut rester 24 heures au frigo. Voilà un petit peu nos critères. Le lait pasteurisé congelé pour les services de néonat se conserve 8 mois. Et le lait lyophilisé, 18 mois. Bien sûr, à température ambiante, c'est le gros avantage. Il y aura peut-être des questions par rapport à la conservation, mais en tout cas, voici nos critères. Mais du coup, nous allons laisser la parole donc à Cécile Laborie, qui est sage-femme à la PMI du 24, donc de Dordogne, consultante en lactation et formée à la santé environnementale. Alors, bonjour à tous. Donc, en effet, moi, je suis chargée de vous présenter le lien entre l'allaitement maternel et l'environnement, d'autant plus que le thème de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2025, en plus de prioriser et de créer des systèmes durables, eh bien, elle met l'accent justement sur le lien entre l'allaitement et l'environnement. Alors, l'allaitement et l'environnement, donc deux notions qui sont très différentes, mais pourtant qui sont très interconnectées. L'allaitement maternel a un impact significatif sur l'environnement à travers ses effets directs et indirects, et surtout sur la réduction de l'empreinte écologique. Alors, pour vous le montrer, en fait, il faut qu'on compare également avec l'impact environnemental du lait infantile. Donc, la première diapo, voilà, elle est arrivée vite, et bien, elle fait ce constat. Elle fait ce constat sur l'impact environnemental de l'allaitement artificiel en vous montrant par exemple que pour fabriquer 1 kg de lait infantile, voilà ce que cela engage. Ça engage l'utilisation d'emballages plastiques, d'emballages métal, voire même des cartons et souvent non recyclables. Ça engage également l'utilisation de ressources énergétiques importantes pour le transport, pour la fabrication, pour la conservation des laits infantiles et ainsi augmente l'empreinte carbone de la fabrication des laits infantiles. Ce kilo de lait infantile, eh bien, ça nécessite aussi des pratiques de culture et d'élevage intensifs et qui a un impact environnemental négatif. Pour exemple, eh bien, une déforestation plus importante et puis également une perte de la biodiversité. Et puis, eh bien, donner du lait infantile, en plus, c'est nécessairement acheter des biberons et des tétines, et là, l'impact environnemental est supplémentaire. L'allaitement maternel, eh bien, c'est plus sommaire. On y reconnaît évidemment une réduction de la production des déchets, tout simplement parce que le lait maternel est naturellement emballé par le corps de la mère. Donc, voilà, et du coup, eh bien, diminution de la production des déchets. L'allaitement maternel, c'est également une consommation énergétique réduite, donc un moindre impact carbone. Et puis, on n'a aucun besoin d'équipement, évidemment, puisque le lait maternel se fait directement et sans équipement particulier. L'allaitement maternel, c'est aussi évidemment un impact de santé publique, parce que favoriser l'allaitement maternel, c'est réduire les problèmes de santé, tant pour la mère que pour l'enfant. Et puis, eh bien, on reconnaît aussi que le lait maternel, c'est un exemple parfait de système de production naturel et circulaire. En fait, la mère, elle produit du lait en fonction des besoins du bébé, ce qui est une approche extrêmement efficace et durable en termes de gestion des ressources. Ainsi, au-delà des avantages santé de l'allaitement maternel, des avantages environnementaux permettent d'inscrire vraiment l'allaitement maternel comme une démarche éco-biologique. Donc là, c'était pour vous montrer l'impact de l'allaitement sur l'environnement et inversement, on va vous montrer l'impact de l'environnement
sur l'allaitement maternel. Alors, tout d'abord, dans le premier graphique, si vous le voyez bien, l'exposition du nourrisson aux polluants via l'allaitement maternel exclusif doit être mise vraiment en perspective et l'inscrire plutôt dans un continuum temporel qui s'étale de la période des 1000 premiers jours, c'est-à-dire du stade embryonnaire aux 2 ans de l'enfant. De plus, on reconnaît différents modes d'exposition de la mère allaitante et de son enfant allaité. Il y a une exposition directe qui est en lien avec l'exposition de la mère et du bébé à certains facteurs, et puis l'exposition indirecte qui va retrouver des conditions sociales, économiques, culturelles dans lesquelles évolue la mère. Alors, nous allons présenter une vue d'ensemble des principaux facteurs environnementaux portant influence sur l'allaitement maternel et, dans un premier temps, vous montrer quel type de substances on a pu retrouver dans le lait maternel. Et on va retrouver particulièrement des polluants chimiques. Alors, sans étonnement, on va retrouver des métaux lourds, tels que le plomb, le mercure, l'arsenic, le cadmium, qui passent dans le lait maternel. On va retrouver des polluants organiques persistants, les fameux POP. Donc, pour exemple, dioxine, PCB, les pesticides organofluorés. On va retrouver aussi des perturbateurs endocriniens, c'est un mot qu'on connaît tous et auquel on est sensibilisé. Et là, on va trouver ça particulièrement dans les plastifiants, tels que les phtalates, les bisphénols, et ils peuvent affecter le développement hormonal du bébé. Et puis, dans les substances qu'on retrouve dans les maternelles, eh bien, on peut aussi retrouver des toxiques, particulièrement si la mère allaitante est abagique, voire si elle a des consommations d'autres toxiques, comme pour exemple l'alcool. On retrouve également la présence de médicaments. Ce qu'il faut retenir dans toutes ces substances retrouvées de ces polluants chimiques, c'est qu'ils sont particulièrement lipophiles. Et du coup, ils peuvent s'accumuler dans les tissus adipeux de la mère, puis être transférés au nourrisson via l'allaitement qui est riche en lipides. Alors, on va tenter de se rassurer, puisqu'on a quand même des études, dont une étude suédoise, vous voyez les courbes là, qui s'est étendue de 1972 à 2007, donc quand même sur une longue période, et qui montre une nette diminution des concentrations des polluants. À côté, vous avez un petit tableau qui synthétise en fait l'étude de l'alimentation totale infantile qui a été menée par l'ANSES de 2012 à 2016. On voit que chez les enfants de moins de 3 ans non allaités, on a des valeurs d'exposition beaucoup plus importantes que chez les enfants allaités. Alors, parmi les polluants chimiques, on distingue les polluants liés aux activités domestiques, on va dire, et puis les polluants plus environnementaux liés aux activités extérieures au foyer. Donc, dans les polluants liés aux activités domestiques, mais liés aux activités de la mère allaitante, l'exposition à l'utilisation des produits ménagers, des produits cosmétiques, des traitements des nuisibles, les anti-acariens, les antipuces. Il y a également aussi des polluants dans les équipements et les matériaux du foyer, retrouvés dans les peintures, la décoration et les ameublements. Pour tout ce qui est exposition à des polluants en dehors du foyer, eh bien, c'est souvent lié au contexte professionnel. On a des professions qui sont nettement plus exposées à des polluants chimiques comme les coiffeuses ou les salariés de pressing, voilà. Même si des normes évoluent, il y a quand même plus d'exposition sur ces milieux professionnels. On a également des lieux d'habitation qui influencent également l'exposition aux polluants. Par exemple, lorsqu'on est en habitation urbaine, eh bien, on a peut-être une plus grande proximité avec les industries, avec des réseaux routiers. Et en ruralité, c'est les épandages agricoles qui peuvent être également très polluants. Et puis, plus exceptionnellement, eh bien, on a des polluants qui émanent d'événements gravissimes, mais exceptionnels, tels que les incendies ou lorsqu'on est en zone C2O. Alors, ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que les polluants sont majoritairement lipophiles, donc ils passent facilement dans le lait maternel. Leur taux de transfert, alors ça je vais partir un peu plus techniquement, mais en fait le taux de transfert de ces polluants au niveau dans le lait maternel, ça va dépendre de leur concentration plasmatique maternelle, de leur demi-vie, dans leur temps d'élimination, de leur poids moléculaire et de leur degré de liaison protéique.
Les conséquences, eh bien, en fait, grosso modo, si on devrait vraiment résumer, c'est que la femme la plus exposée à la pollution, elle va être plus âgée, par l'âge d'une accumulation voilà, des polluants. Tabagique, évidemment, on va en rajouter un peu plus. Et puis, l'importance de l'alimentation, puisque une femme sera plus exposée si son alimentation est riche en produits transformés, donc en additifs, en pesticides. Si elle est plus consommatrice de viande et de gros poissons, où là, par exemple, sur les gros poissons, on va retrouver particulièrement les métaux. Et puis, la femme la plus exposée est primo-allaitante. Alors, au-delà de ça, eh bien, lorsqu'on parle de l'influence de l'environnement sur l'allaitement, eh bien, on doit regarder ça plus largement et puis s'intéresser aussi à l'environnement psychosocial. Les conditions socio-environnementales, eh bien, influencent également l'allaitement et particulièrement dans nos populations précaires. Les populations précaires sont souvent dans des cadres de vie fragiles, avec des logements insalubres, avec des chauffages défectueux. Donc, on va retrouver des sources de polluants tels que le monoxyde, tels que les moisissures. Et puis, ces conditions de précarité ajoutent également beaucoup d'exposition au bruit et au stress. Et ça, on sait que ça a une influence sur la production de lait et sur l'inhibition de l'ocytocine. Les populations précaires, eh bien, sont en plus grande difficulté encore sur l'accès aux soins. Et d'autant plus de difficultés à accéder à des professionnels de santé spécialisés dans l'allaitement, ce qui peut entraîner des sevrages précoces. L'isolement est aussi un autre critère. On sait parfaitement que le soutien de la famille, des proches ou des groupes de pairs, d'associations, est crucial au maintien de l'allaitement maternel. L'environnement psychologique et émotionnel, là aussi, a une influence sur l'allaitement, puisqu'on sait que exposé à du stress, à de l'anxiété, à la dépression post-partum, tout ce qui est donc santé mentale, voilà, c'est des états qui peuvent perturber la lactation et également la motivation à allaiter. Alors, je vais aussi aller un petit peu plus large, puisqu'on a voilà, je propose d'élargir un peu l'influence de l'environnement, mais on va parler aussi du milieu professionnel. On sait que le milieu professionnel, je vous ai dit, dans certaines professions, eh bien, augmente l'exposition aux polluants, mais au-delà de ça, la reprise du travail sans conditions idéales au maintien de l'allaitement, eh bien, a tendance à freiner sa poursuite. Les espaces pour tirer le lait sont de plus en plus insuffisants ou inexistants, voire même les pauses affectées au temps de l'allaitement eh bien, restent encore très rares et insuffisantes. Alors, malgré ce constat, eh bien, pourquoi, après tout, et comment le lait maternel reste-t-il bénéfique pour notre enfant? Eh bien, malgré la présence avérée de ces substances, les bénéfices de l'allaitement maternel surpassent généralement les risques dans la plupart des contextes. Et là encore, on voit apparaître le rôle de l'épigénétique. Donc en fait, l'épigénétique, de plus en plus connaissent, mais de manière très simple, on transmet notre patrimoine génétique. L'épigénétique, c'est comment il s'exprime, notre génome. Voilà. Et en fait, le lait est un messager biologique. Il contient plein de choses, on le sait, il contient des facteurs immunitaires, il contient des hormones, des nutriments, mais avant tout, le lait maternel, eh bien, c'est un liquide biologique qui est extrêmement riche en micro-ARN. Et ces éléments, les micro-ARN, agissent sur l'expression des gènes de l'enfant en lien direct avec son environnement. Les micro-ARN du lait maternel, eh bien, régulent les gènes de croissance, les gènes de l'immunité et du métabolisme, et orientant ainsi la santé future de nos enfants allaités. Sur le long terme, ces éléments interviennent à différents niveaux. Sur la résilience face à l'environnement, un enfant allaité peut être mieux protégé contre certains effets négatifs de son environnement, par rapport à la pollution, son alimentation, ainsi de suite. Les micro-ARN, ils interviennent également dans la santé métabolique. L'allaitement, il est associé à un moindre risque d'obésité et de diabète via la régulation épigénétique du métabolisme lipidique et glucidique. Ils interviennent également pour une meilleure tolérance aux antigènes,
donc une diminution des allergies, des maladies auto-immunes. Et enfin, eh bien, cela intervient également dans le développement cognitif. Il y a une influence de l'expression des gènes liés aux fonctions neuronales. Donc voilà, les bénéfices de l'allaitement maternel dépassent largement les risques de contamination par les polluants retrouvés dans le lait maternel. Alors, fort de constat quand même, et il y a des recommandations qui ont été émises et que j'ai synthétisées. Donc, en fait, le Haut Conseil en santé publique, en juin 2024, a émis ces recommandations qui s'appuient sur 4 axes. La protection et la promotion de l'allaitement, la prévention et l'exposition aux polluants, l'information et la formation, et puis la recherche. Alors, concernant la prévention et la promotion de l'allaitement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et cette semaine, voilà. Et puis, en fait, c'est une notion qu'on a déjà beaucoup développée avant la grossesse, d'émettre des précautions renouvelées pendant la grossesse. Eh bien, il faut prendre conscience qu'il faut étendre ces précautions à la période de l'allaitement maternel également. Et ça concerne des conseils sur l'alimentation des femmes enceintes, des femmes allaitantes, pardon. Des conseils également sur leur manière de cuire les aliments et de les conserver, sur leur utilisation des cosmétiques qui sont sources de polluants, l'utilisation des produits ménagers, leur choix des textiles, tant pour elles que pour leurs enfants, et également faire de la prévention sur les choix des matériaux de construction, d'ameublement, de décoration, et continuer à encourager l'aération des foyers et de l'air intérieur qui concentrent énormément de polluants. La prévention des expositions aux polluants, elle s'appuie aussi sur un engagement politique. Vraiment, engager des politiques publiques de prévention, il faut qu'elles soient à la fois ambitieuses et durables. Et là, je vous ai mis des petits logos, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui se mobilisent. On a le WECF qui a initié la formation d'animation en atelier nesting ou en ma maison, ma santé, donc pour faire de la sensibilisation à la population. Le réseau Périnate Aquitaine, on a vu un petit peu en introduction, mais en effet, qui a beaucoup de travaillé avec des flyers, avec des étiquettes, avec des bandes dessinées, voilà, qui sont accessibles sur leur site internet. L'ARS est grandement engagée dans la santé et l'environnement et particulièrement pour des labels petite enfance. Et puis, on a également des labels comme Éco-Maternité, où les établissements s'engagent également à changer leurs pratiques et à sensibiliser la population. Donc, je vous ai mis juste un petit diapo sur, entre autres choses, le RPMA, nickel. Tu vas rajouter le truc, c'est bien. Ah non, je ne l'avais pas dit. C'est pas grave, mais c'est super. Voilà. C'est le groupe de travail. Super. Voilà, donc, voilà, hein, des petits appuis pour informer tout le monde, les professionnels et puis les parents. Et puis on a des sites aussi très accessibles comme mpda.fr qui est là également pour informer et clarifier les choses auprès des parents. Deuxième axe, des recommandations émises par le Haut Conseil en santé publique, c'est protéger et promouvoir l'allaitement. Alors, protéger et promouvoir l'allaitement, c'est déjà respecter le choix des parents. Et respecter le choix des parents, c'est les informer correctement, à la fois des bénéfices et des risques des modes d'allaitement. Il faut aussi penser à peut-être travailler sur l'allongement du congé maternité, surtout sur la période postnatale, afin de limiter les expositions professionnelles, réduire les inégalités sociales de santé en matière d'allaitement en renforçant l'accompagnement des femmes vulnérables et le suivi à domicile, où là, les acteurs de la PMI et les professionnels libéraux ont toute leur place. Les 2 derniers axes des recommandations s'appuient sur informer et former, tant les professionnels que les parents et les familles. Et là, on a plein d'outils à disposition, comme celui du RPNA, qui est l'outil de sensibilisation à la santé environnementale, avec des fiches techniques très simples, claires et bien illustrées. Et le dernier axe, c'est poursuivre la recherche, la soutenir, puisque
le lait maternel est quand même facile d'accès et une matrice facilement utilisable. Je vous remercie. Merci. Du coup, on enchaîne. Oh, pof, j'étais trop. On enchaîne les présentations. On fera les questions du coup à la fin. Et donc, du coup, c'est à Sandrine Kantz, donc, du coup, qui est sage-femme à la clinique Bordeaux-Rive Droite et qui promeut l'IHAB. Je vais nous faire une présentation sur l'IHAB. L'introduction a déjà été faite, merci. Donc, moi, pour vous parler de l'IHAB, je vais avoir besoin de faire un petit rappel historique pour commencer sur l'origine finalement de ce programme. Et on va rappeler que finalement, les substituts du lait maternel, ils ne sont pas si vieux que ça. Ils ont été inventés au début du XXe siècle, mais les conséquences, elles ont été très rapides, puisqu'on a une étude américaine qui nous montre qu'entre 1911 et 1946, on a eu une baisse de l'allaitement de 70% à 20% suite à la mise en place des laits sur le marché. Résultat après, c'est que dans les années 70, le lait artificiel a envahi tous les pays, y compris les pays en voie de développement. Et là, le résultat, il est vraiment sans appel. On voit une augmentation de la mortalité et de la morbidité infantile. Et l'OMS, l'UNICEF, ont décidé, alors qu'ils avaient déjà 10 ans plus tôt mis en place le code OMS 1981, de mettre en place l'initiative Hôpital Ami des bébés. Alors, au fil du temps, ce qui était proposé pour soutenir et promouvoir l'allaitement, au fil du temps, ce qui avait été proposé pour soutenir et promouvoir l'allaitement maternel, ça s'est avéré bénéfique pour tous les enfants, quel que soit le manque d'alimentation. On pense là à la pratique du poids à pot, au respect des rythmes de l'enfant, à l'accompagnement dans la bienveillance pour les parents. Alors, à ce jour, l'objectif global du programme IHAB, ça ne se limite pas à l'allaitement maternel, ça le soutient bien entendu, mais ça vise à travailler sur le bien-être des parents, l'amélioration de la qualité des soins dans le respect de la sécurité médicale. Alors, depuis les années 2000, c'est la première labellisation que nous avons eue en France avec la maternité de Lons-le-Saunier. On voit que le nombre de maternités qui sont labellisées IHAB est en évolution constante, puisque aujourd'hui en France, on compte 80 maternités labellisées en juin 2025. Alors, si on regarde la carte des maternités labellisées, nous en avons, nous, 5 sur le réseau Nouvelle-Aquitaine, et ça représente 17% des naissances qui ont lieu sur notre territoire. La démarche IHAB, elle s'intègre dans la stratégie nationale de santé et elle répond également au programme national nutrition santé. Elle est partenaire de Santé publique France depuis 2017 et elle partage les mêmes objectifs que la politique des 1000 jours. C'est également une démarche qui est recommandée par la HAS. C'est une démarche scientifique et humaine. Alors, l'IHAB, c'est quoi ? Je vais vous faire la grâce de la lecture des 10 recommandations. Elles sont écrites beaucoup trop petites et mes lunettes ne me permettent pas de vous les lire. Mais si on en fait un résumé, c'est une démarche qualité qui est validée sous forme d'un label qui sera renouvelé tous les 4 ans avec un suivi qui est annuel. Tout d'abord, c'est vraiment un projet de service. C'est vraiment un projet d'équipe avec un programme qui est destiné à tous les soignants pour mieux accompagner les parents et mieux soutenir l'allaitement maternel. Son objectif, ça va être, comme on l'a dit tout à l'heure, d'échanger avec les parents, de leur donner de l'information, de les accompagner dans la cohérence et dans la bienveillance afin d'améliorer l'accueil des nouveau-nés, la prise en charge des couples et de leur proposer un accompagnement optimal. Alors, pour obtenir le label, il faut respecter ces 10 recommandations et comme je vous disais, je préfère vous parler directement de ce que ça va directement influencer sur la pratique de la maternité. Alors, je vais évidemment me baser sur la maternité pour laquelle j'ai travaillé et je travaille, la maternité Bordeaux-Rive Droite. Nous avons un engagement, c'est-à-dire que la maternité, tout ce qui est proposé, c'est clairement affiché. Les équipes, elles ont rédigé un document évolutif sous forme de quelques pages qui sont
régulièrement remises à jour et qui décrivent qu'est-ce qui est mis en place dans la maternité pour répondre aux 10 recommandations et à l'état d'esprit IHAB. Tout le personnel de la maternité, toute profession confondue, est tenu en fait de prendre connaissance de cette politique et de la mettre en application. Donc il y a une cohérence de soins et une harmonisation des pratiques. Cette politique, elle est résumée à l'attention des parents sous la forme d'une charte. Cette charte, c'est des grandes affiches comme celle que je vous ai mis là sur la présentation, qui résument ce qui va être proposé aux parents. Ça va permettre également de faire alliance avec les parents, ils savent ce qui va être proposé et ils vont pouvoir s'y référer. Cette charte, en l'occurrence, elle va être traduite en plusieurs langues en fonction de la population de la maternité, de façon à être accessible au plus grand nombre, quelle que soit la langue parlée. Dans une maternité labellisée, on va également avoir du personnel qui va être entièrement formé, toutes professions confondues, bien sûr, sage-femme, auxiliaire de puériculture, mais aussi gynécologue obstétricien, pédiatre, psychologue, anesthésiste, les ASH, même la photographe en fait, a été formée pour pouvoir répondre dans la limite de ces interventions sur les principes de l'IHAB. Cet accompagnement va permettre d'actualiser les connaissances et d'avoir un discours harmonisé. Ça va également permettre de créer du lien au sein des maternités et d'avoir vraiment un esprit, un état d'esprit d'équipe entre les différentes professions. Cette formation va permettre d'informer en anténatal. On a parlé tout à l'heure de l'importance de l'information des parents pour faire des choix éclairés. Donc, ces formations du personnel, elles vont être partagées après avec les parents et on va organiser en fonction des maternités des réunions, soit des visites, soit des ateliers, soit des moments d'échange qui vont permettre d'informer les parents pour qu'ils puissent justement faire un choix en tout état de cause. À la naissance, le premier soin qui va être proposé à toutes les mamans, ça va être le pot à pot. Alors, on est d'accord, toutes les maternités pratiquent du pot à pot, c'est pas spécifique de l'IHAB, mais la durée du pot à pot est variable selon les établissements. Dans un établissement IHAB, ce pot à pot, il va durer au moins 1 heure jusqu'à ce que le nouveau-né soit prêt à aller téter. Et donc, ça va être important pour la mise en place de l'allaitement maternel. Ça va également être très important, même pour une maman qui aurait choisi l'alimentation artificielle, puisque son enfant sera dans les meilleures dispositions pour recevoir sa première alimentation. Ce pot à pot, il va aussi être travaillé en fonction du mode d'accouchement. Les patientes, qu'elles accouchent par voie basse ou qu'elles accouchent par césarienne, vont bénéficier de ce pot à pot et donc les structures vont réfléchir à comment proposer ce pot à pot en suite opératoire ou en péropératoire. Vous voyez là, pour ceux qui travaillent déjà en maternité, toute l'importance de la cohésion d'équipe avec la mise en place de formation commune et de motivation commune, notamment au bloc opératoire avec les obstétriciens et les anesthésistes. Le pot à pot, il va être poursuivi pendant toute la surveillance après du postpartum et il va être renouvelé pendant le séjour puisqu'on en connaît les bénéfices. Le plus important peut-être pour certains, ce sera la limitation de la perte de poids et la mise en place de l'allaitement pour les patientes qui souhaitent mettre en place l'allaitement et l'adaptation du nouveau-né, ce qui là va concerner tous les parents. Pour le séjour, on va privilégier une cohabitation 24 heures sur 24, c'est-à-dire que l'enfant ne quittera jamais ses parents. Tous les soins vont être faits dans la chambre et à aucun moment on ne prendra l'enfant pour l'amener à l'extérieur de la chambre sans qu'il soit accompagné par ses parents. Le coparent, je remercie les papas qui ont accepté d'être pris en photo pour cette présentation. Le coparent, il est invité à rester également 24 heures sur 24 auprès de sa compagne et auprès de son nouveau-né pour que la triade soit également complète pendant tout le séjour à la maternité. Les rythmes des nouveau-nés vont également être réexpliqués aux parents de façon à ce qu'ils puissent observer leur enfant, ce qui va permettre une meilleure mise en place de l'alimentation, une meilleure réponse à leurs besoins. Et chaque maternité va mettre en place
en fonction de ses possibilités, des aménagements qui vont permettre de répondre également au rythme des parents. Là, je vais prendre l'exemple donc de Lormont. Nous avons mis les petits déjeuners en libre service le matin de façon à ce que les parents puissent se reposer en matinée, ce qui permet moins de tension sur le matin, et les patientes appellent la sage-femme pour l'examen quotidien au moment où elle est prête à avoir son examen. Donc, travailler au rythme de l'IHAB, c'est arrêter les tours de service, c'est accepter de différer s'il n'y a pas d'urgence mettant en jeu la sécurité médicale, et c'est vraiment de s'adapter au rythme de chacun pour les bénéfices qu'on va retrouver auprès des couples et des enfants. On va également faire des parents des partenaires de soins, c'est-à-dire que tout ce qui va être fait sera fait avec les parents, en chambre, en accompagnement. Et là, la formation va être importante aussi parce qu'on nous a souvent appris à agir, à faire. Et là, on va être dans une position où on va prendre un pas de recul, on va se mettre sur le côté et on va accompagner en partant des connaissances et des envies des parents. Bien sûr, en respectant la sécurité médicale, mais toujours en partant des parents, on a une meilleure adhésion finalement aux propositions de soins. Et donc, on va tout faire en collaboration avec les parents. Je vous ai également mis une photo sur le DNN, puisque dans certains cas, les parents ne sont pas sollicités. Ben, nous, même pour les gestes qui pourraient être considérés comme douloureux, nous les faisons en présence des parents. Et nous avons également constaté que lors d'une prise de sang, lorsque le bébé il est dans les bras de sa mère, qu'il est soit après une prise alimentaire, soit en cours de tétée, eh ben, la majorité, ils ne pleurent absolument pas. Et on ne décèle même pas sur leur visage des signes d'inconfort. Alors, on a parlé du code OMS tout à l'heure. Une maternité IHAB est dans l'obligation de respecter l'intégralité du code OMS. Alors, je vais vous faire un petit focus sur ce que c'est, parce qu'on est, en tant que professionnels de santé, pour ceux qui sont là, censés le respecter, puisqu'il est intégré à la législation. Et pourtant, on ne le connaît pas. Donc, ça va être un petit peu difficile. Donc, le code OMS, c'est une recommandation qui a été mise en place en 1981. Et c'est un compromis qui a été établi entre l'OMS, l'UNICEF, l'industrie des sociétés de lait maternel et les associations de soutien à l'allaitement maternel. L'objectif de ce code, c'est tout d'abord de soutenir les familles et de les protéger des pressions commerciales. À la maternité, vous n'allez plus trouver en fait d'objets publicitaires ou de cadeaux ou de boîtes roses qui vont être transmis aux parents. C'est également l'obligation que chaque femme reçoive une information factuelle, scientifique, sur les bénéfices de l'allaitement maternel et que cette information lui permette de faire un choix éclairé. C'est également que les couples soient avertis que l'aliment finalement le plus sûr et le plus adapté pour leur bébé, c'est le lait maternel, mais que, en effet, si ils souhaitent utiliser des préparations pour nourrissons, ce sera la méthode la plus sûre après le lait maternel, sans en avoir les avantages, bénéfices santé qu'on a vus tout à l'heure. Donc vous l'avez compris, en fait, finalement, le code OMS, il ne vise pas du tout les produits lait maternel, ni les parents qui décident de les utiliser, mais il est là finalement pour lutter contre le marketing excessif, et on a vu les conséquences de ce marketing au début du XXe siècle, et que les gens soient avisés de ce qui est bénéfique et des implications que ça peut avoir. Le code OMS, il va également protéger les soignants des conflits d'intérêts, puisque si un soignant reçoit par exemple un cadeau d'une société de lait maternel, ou distribue des publicités sur le lait maternel, on peut dire qu'il y a un conflit d'intérêt après dans l'information qu'il va délivrer aux parents. Alors l'allaitement, on est tous d'accord pour dire que l'allaitement maternel, c'est une décision qui revient à la mère, ça c'est indiscutable. Par contre, l'environnement favorable à la mise en place de cet allaitement, ben ça c'est de la responsabilité de tous, c'est de la nôtre, et je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner, de soutenir les patientes, de les informer
et ensuite, une fois qu'elles ont pris leur décision, de les accompagner avec la même bienveillance, quel que soit le mode d'alimentation choisi. Alors, dans une maternité labellisée, ben oui, on va soutenir l'allaitement maternel, on va utiliser des poupons pour respecter l'intimité de la femme, on va accompagner les couples dans les différentes positions, on va réfléchir à des façons de faire pour accompagner et mettre au mieux l'allaitement maternel en route au démarrage à la maternité. Mais on va également travailler sur l'accompagnement de l'alimentation artificielle pour donner les bonnes recommandations, comme le demande le code OMS, sur la bonne utilisation, sur le choix, la préparation, la conservation, l'hygiène et comment également donner un biberon. Et on informera évidemment, on l'a dit aussi tout à l'heure, sur le coût que peut avoir l'alimentation artificielle. Dans une maternité labellisée IHAB, ben, on ne peut pas travailler tout seul. C'est une des recommandations. Il faut qu'on travaille vraiment en réseau. Donc, au cours du séjour, en amont et en post-partum, on va essayer de tisser du lien pour que les couples, pour que les familles puissent être accompagnées aussi par la suite. Donc, on va mettre en place le réseau personnel des parents, mais aussi on va mettre en place, si c'est nécessaire, un suivi PMI, un suivi sage-femme, tout autre professionnel qui sera nécessaire à l'accompagnement de ces couples. Pour les femmes qui allaitent leur enfant, on les mettra en relation avec des personnes qui sont formées en allaitement, en leur recommandant une consultation à distance pour pouvoir élaborer leur projet et le suivre au fil du temps. Et là, on donnera, nous, c'est ce qu'on fait à la maternité de Lormont, les coordonnées de l'association de Solidarité Gironde et de la Lecce League, afin qu'elles trouvent des groupes de mères qui viennent les accompagner sur le long terme. On leur donnera également les coordonnées du Lactarium et de Delphine et des collectrices. Donc, un petit bisou à Jessica au passage et à Nadine. Et on leur donnera aussi tout le réseau d'accompagnement en parentalité, donc avec la mise en place des LAEP pour compléter finalement cette prise en charge. Donc, un petit résumé rapide. L'IHAB, c'est recommandé et reconnu au niveau national et international. Ça améliore l'accueil et l'accompagnement des familles. Ça favorise l'allaitement maternel, oui, tout en respectant le choix des parents. Et ça repose sur un travail d'équipe, la formation continue des professionnels de santé et le travail en réseau qui nous réunit aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et donc, du coup, pour la dernière des présentations, avant vos questions et discussions, on laisse la parole donc à Madame Sylvie Ricochon, qui va nous présenter tout ce que peut apporter une association comme la Lecce League. Eh bien, voilà, c'est la transition est toute trouvée parce que allaiter, c'est pas qu'une histoire de mère, c'est une histoire d'une aventure de toute une équipe et ça commence là où les mères mettent au monde leur bébé. Mais pas seulement, c'est toute une société qui va entourer. Oui, j'aime bien d'ailleurs dire que quand j'interviens comme ça, je n'ai pas de conflit d'intérêt. C'est un petit clin d'œil à ce que tu viens de dire. Alors, l'OMS ne s'y est pas trompée quand elle a commencé à élaborer les conditions pour obtenir le label IHAB. Elle a travaillé sur la 10e condition qui est au départ, c'était même d'aider à construire des associations de soutien d'allaitement. Et puis petit à petit, ça a évolué. L'idée étant qu'une mère qui part de la maternité ait un endroit où se renseigner pour pouvoir être soutenue et encouragée dans cette aventure. Donc, voilà la condition qui a été un petit peu modifiée par l'IHAB, c'est vraiment voilà, secteur libéral des associations de soutien à l'allaitement, la PMI, enfin tout ce qui va aider à soutenir les mères. Alors,
En fait, pourquoi l'OMS s'est penché sur cette question-là? Même avant que des études sortent, ils avaient bien remarqué que le soutien de mère à mère était d'une efficacité redoutable. Et donc plusieurs études ont été faites. Là, il y a une revue américaine, par exemple, de toutes les études existantes, qui ont mis en valeur que enfin, il y avait une écrasante majorité pour l'amélioration de l'allaitement, les taux de démarrage de l'allaitement, la durée, l'exclusivité. Enfin, c'était vraiment très évident, quoi. Avec évidemment plein de conséquences sur la santé, mais ça, on a déjà beaucoup parlé de ça, donc je ne vais pas y revenir. Une autre étude canadienne a comparé des groupes de femmes enceintes dont l'un assistait à des associations, enfin des groupes de soutien, et l'autre à un cours fait par une infirmière. Et après l'accouchement, les mères du premier groupe étaient vraiment plus susceptibles d'appeler si elles avaient besoin d'aide et plus nombreuses aussi à encore allaiter passé 6 mois. Donc c'était aussi très, très efficace, quoi. Ce qui ne veut pas dire que les cours sont pas inintéressants, hein. C'est pas ça. Mais c'est en complément, en fait. Ça renforce. Et puis, une dernière étude, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais voilà, celle-là, une étude britannique qui a trouvé que le soutien de mère à mère avait comme bénéfice vraiment plein de choses. Meilleure santé mentale, meilleure estime de soi, une plus grande confiance en soi, des compétences parentales accrues et puis une meilleure alimentation familiale également. Enfin, c'est vraiment partagé entre mères, c'est très très efficace. Et voilà, on voit bien la confiance en soi chez cette mère qui allaite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas parler des autres associations de soutien à l'allaitement, mais je vais parler de la laite chilique puisque c'est là que j'interviens. En fait, c'est les mères qui en parlent le mieux finalement, hein. Là, cette semaine, j'ai proposé aux mères de mes groupes de parler du fait, enfin, pourquoi elles venaient en réunion. Et vraiment, ça a fusé. Elles disent que c'est une bulle de bienveillance, que ça leur permet de repartir après avec la banane. Enfin, c'est vraiment très très important ce qu'on peut apporter et qui n'est pas sous-estimé. Ça paraît l'air de rien en fait, mais si, c'est extrêmement important. Alors bien sûr, elles viennent chercher des informations, hein, mais en fait, le premier truc, c'est de partager avec d'autres femmes cette histoire assez intime finalement, et voilà. Et puis d'être écoutée sans jugement, parce que c'est le jugement, il est partout en fait, hein, sans même qu'on s'en rende compte. C'est des petites phrases euh, qui ne veulent pas être forcément malveillantes, mais du style, t'as assez de lait, t'es sûr, mais là, il vient de téter et tu recommences, enfin, des choses comme ça. Alors que dans nos rencontres, on va banaliser tout ça, parce que effectivement, un bébé, il peut réclamer très souvent et c'est pas grave. Voilà. Et donc, le rôle des animatrices, on fait pas de cours, on fait pas de conférences, on donne pas de conseils. Et on fait surtout pas de prescription. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On écoute énormément. On met en place le partage de la parole entre mères. Bien sûr, on va rajouter des petites informations quand c'est nécessaire, et on va favoriser ce partage d'expériences. Et, euh, et surtout, ce qu'on aime beaucoup dire à la Lecce, c'est que on pense vraiment fondamentalement que c'est la mère qui est l'experte pour son bébé. Et ça, c'est assez difficile quand la petite voix intérieure, on n'arrive plus à l'écouter. Donc, on est là pour essayer que les mères écoutent à nouveau leur petite voix intérieure, parce qu'au fond d'elles-mêmes, elles savent. Quand un bébé pleure, si on leur dit, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, j'ai envie de le prendre. Ben, voilà. Et puis la mère prend son bébé et s'arrête de pleurer. Ben, c'est bête, hein, mais ça commence là. Et puis, bon, alors à la Chili, il y a beaucoup d'autres formes de soutien, hein, même si la base de notre association, c'est le partage de mère à mère en réunion. On a des soutiens, une boîte contact, on peut écrire par mail et les animatrices répondent par mail.
quotidiennement. Il y a aussi un répondeur téléphonique. Ça existe encore. Je dis ça existe encore parce que les mères utilisent beaucoup moins cette forme-là, mais quand même. Et en général, quand elles appellent, c'est pour des questions très très pointues finalement. Et puis, d'autres soutiens à distance, évidemment Facebook. Je dis évidemment, mais c'est pas. Et Instagram. Alors sur Facebook, il y a quand même un système de régulation parce que sinon ça part dans tous les sens. Et du coup, il y a des ouvertures. Enfin, je suis pas très spécialiste de Facebook parce que moi je participe pas, mais ce que j'ai pu observer, c'est que il y a des ouvertures à certains moments dans la journée où les mères peuvent poser des questions. Il y a une question qui va être prise. L'animatrice va d'abord y répondre et laisser la place à d'autres mères. En fait, c'est comme en réunion, sauf que c'est avec je ne sais plus combien de mères par an. C'est énorme, énorme, énorme. Et puis, ce qu'on aime, mais voilà, c'est s'entraider pour allaiter. C'est vraiment un peu le petit slogan, le grand slogan de notre association. C'est vraiment la base. On y trouve un mot un peu mis à la mode maintenant de sororité, mais c'est vraiment ça parce que il y a ce partage et ce soutien de mère à mère qui est vraiment extraordinaire. À chaque fois, d'ailleurs, c'est bien pour ça que vous avez vu avec mes cheveux blancs, je continue. Mais c'est parce que c'est tellement magique de voir et pouvoir permettre aux mères de se soutenir comme ça entre elles que voilà, il faut continuer parce que je peux arrêter là. Merci. Passer aux questions. On vous laisse peut-être du coup reprendre la main, peut-être pour nous Oui, dire oui. Alors, des questions sur ces interventions très complémentaires et très ouais. liées les unes aux autres. C'est très qualitatif, merci beaucoup. C'était très clair en tout cas pour ma part. Merci aussi au groupe de travail commission allaitement. On pense aussi à Fanny Fritsch qui est connectée, qui n'a pas pu être avec nous, mais derrière la caméra, on a Corinne Morales, Magali Blot, et Marie-Christine et notre assistante Christelle Soulard. On va pouvoir passer effectivement aux questions-réponses. Donc vous avez été très nombreux, très actifs dans le chat. On a sélectionner pas mal de questions. Donc, on espère avoir le temps de pouvoir répondre à toutes. Je laisse la parole peut-être à Magali qui a la liste sous les yeux. Tu peux passer devant la caméra, Magali, si tu veux. Bon, alors, on a recensé toutes les questions que vous avez pu poser là pendant cette intervention. On ne pourra pas répondre à toutes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et promis, on prendra le temps de vous répondre en deuxième temps après ce webinaire. Je vais commencer par la première. Donc, Béatrice Millet, peut-on allaiter 2 enfants d'âge différents, 18 mois et nouveau-né? Et sa deuxième question, on y répondra dans un deuxième temps. Jusqu'à quel âge l'allaitement est bénéfique? La première, peut-être, mesdames, une idée? Qui se lance? Qui se lance? Moi, je veux bien. Allez. Parce que c'est effectivement dans nos réunions, on dit toujours aux mères que quand elles viennent, elles prennent ce qu'elles ont envie de prendre et que parfois elles vont voir des situations qui peuvent leur paraître insolites et notamment les co-allaitements parce que ça peut arriver effectivement et on peut tout à fait co-allaiter. C'est en donnant la priorité au nouveau-né évidemment, mais ça a beaucoup d'avantages pour l'aîné de ne pas perdre sa place quelque part. Puis généralement, il est plus grand, donc il ne va pas téter comme le nouveau-né. Quoique, parfois, au départ, ça peut être un peu sportif, mais très vite, les choses se régulent et voilà, donc c'est tout à fait possible. Je confirme. Merci. Et jusqu'à quel âge l'allaitement est-il bénéfique? Il y a des recommandations qui existent. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de Pas de limite. Mais ce qui est préconisé. Jusqu'à 2 ans, mais vraiment, je pense qu'il faut répondre, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ce qui est sûr, c'est qu'après 6 mois, il faut quand même diversifier. Hein, l'allaitement ne suffit pas, donc, mais ça va se rajouter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter l'allaitement. Qui dit diversification, là aussi, parfois, il y a une petite confusion. C'est manger autre chose, c'est ça, diversification que du lait maternel, mais c'est en plus. Donc, pas de limite. Très bien. Rodo Barbara qui nous pose la question, est-ce que du lait du lactarium peut être donné en complément à la maternité en cas de difficultés ponctuelles plutôt que de donner des substituts de lait maternel? Très bonne question. Malheureusement,
J'aimerais pouvoir dire oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous avons des pénuries de dons de lait et donc pas assez de lait pasteurisé pour les bébés prématurés qui sont prioritaires, je peux pas. Bien sûr que dans l'idéal, dans un monde idéal, j'aimerais dire tout le temps oui. Donc sur la théorie, oui, ça serait l'idéal de donner des compléments de lait de don, hein, donc du lait pasteurisé, et non pas des préparations pour nourrissons. Mais il faut revenir bien en amont et au problème, il ne faut pas donner de compléments à la maternité, de compléments de lait artificiel. Il faut vraiment, quand on veut compléter avec le lait maternel, le colostrum, faire le maximum pour que la maman puisse extraire son propre lait. Avant tout, il faut aussi garder en mémoire que ce lait maternel pasteurisé est un médicament. Donc, il ne vient pas en substitution de choses qui ne le sont pas. Ben voilà, il faut bien faire la différence. Et donc, en effet, le travail à la base en maternité, c'est de ne pas donner de compléments. Toute chose. Ouais. Et je me permettrais même de rajouter que pour éviter de donner des substituts de lait maternel, on pourrait informer les patientes qu'il est possible de faire du recueil anténatal du colostrum quand elles le souhaitent, parce que ça a des bienfaits sur notamment des bébés qui seraient à risque d'hypoglycémie, et d'anticiper cette information au cours de la grossesse. Elles sont informées, elles disposent, mais ça peut être vraiment un réel bienfait pour ces bébés. En tout cas, pour les bébés prématurés, prématurés modérés en maternité, on peut de façon systématique leur donner des compléments de colostrum après les tétées qui seraient un peu brèves pour favoriser la montée de lait et pour les compléter. On n'est absolument pas dans des indications, surtout les bébés de maternité après 37 semaines ou plus de 2,5 kg, de donner forcément des compléments de lait artificiels. Idem d'ailleurs pour les gros bébés qui n'ont pas forcément besoin non plus de compléments de façon systématique. Et la prévention des hypoglycémies, les bébés régulent mieux leur cycle glycémique avec du lait maternel qu'avec du lait artificiel. Et donc, je viens compléter, on a parlé du pot à pot tout à l'heure. Si plus d'enfants faisaient du pot à pot à la maternité, on aurait moins de difficultés, moins de perte de poids et une meilleure régulation glycémique. On peut peut-être commencer par là. Aussi. Le lait de don pasteurisé n'est pas la solution. C'est Alors après, on a Madame Marchand. Comment rassurer une maman qui a peur de surstimuler sa production de lait si elle tire en même temps que la mise au sein? Qu'en pensez-vous? Pourquoi tirer son lait? Voilà, c'est une question qui était un peu complexe, mais là, ça engendre le fait que souvent, maintenant, au-delà de juste la mise au sein, il y a l'utilisation de ce tire-lait. Je pense que le mieux, c'est de se référer, on l'a dit dans vos présentations, qu'on travaillait en réseau, qu'il existe des soutiens et que la mise en place du tire-lait dans un allaitement maternel, bah, pour moi, ça doit être accompagné par des professionnels ou des associations qui peuvent être rempli d'informations dans des cas bien particuliers d'utilisation du tire-lait. Voilà, on n'aura peut-être pas répondu exactement à la question, mais en attendant, c'était pour parler du tire-lait aussi parce que il est quand même prédominant à l'heure actuelle dans l'allaitement maternel. Voilà. Alors, après, on a Madame Béatrice Lepeau. Quelles sont les contre-indications du don de lait? Alors, les contre-indications absolues, bon, bien sûr, il y a certains médicaments, donc là, toute une liste, je ne vais pas détailler, là, il faut qu'on nous contacte, hein, et je vais répondre à la question. Après, le tabac, toujours, hein, c'est les drogues, et avoir été transfusé sont les plus grosses contre-indications. Et l'alcool également, hein, c'est dans les drogues, voilà, on se large. Après, il y a des sérologies, donc si elles sont positives, sûr. Après, il y a deux choses, hein. Il y a des sérologies et un questionnaire médical. Mais une maman, il ne faut pas qu'une maman qui souhaite donner nous contacte, ou même une professionnelle nous contacte pour savoir. Hein. Et, oui, il y a différentes, c'est pas les mêmes dons anonymes. Le don anonyme ou sur le don personnel. Ok. On a Madame Cécile Freys. Les consultantes en lactation donnent les dernières recommandations, et là ça fait un peu polémique sur la conservation du don de lait, où elles rappelaient 8 heures à l'air ambiant, 8 jours au réfrigérateur,
12 mois au congélateur. Et je voulais juste revenir pourquoi on donne deux informations qui sont divergentes. Donc là, voilà, il faut vraiment comprendre, ce sont d'autres recommandations qui ne sont pas fausses, qui sont des recommandations, même j'ai envie de dire américaines, utilisées par l'ECHELIC. Mais là, ça va être pour, moi j'ai bien parlé des recommandations lactarium, de bébés prématurés. On est quand même dans la pathologie, prématuré ou bébé fragile. On est hospitalier. Pour le lactarium, il va y avoir des analyses bactériologiques pendant tout le process, ils appellent l'appareil de médicaments. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Hein. Donc, il faut bien le comprendre. Quand on est aussi dans des collectivités, dans les crèches aussi, hein, certaines crèches appliquent nos recommandations à ça. Voilà. Donc, pour une maman dont le bébé est au domicile, je ne suis pas choquée pour utiliser ces autres recommandations. Voilà. Donc, il faut comprendre pour qui, pour le don de lait, notre problématique est donc la destruction des bactéries par la pasteurisation qui a un seuil maximum. Et si le lait est trop chargé, la pasteurisation ne va pas tuer ce seuil de bactéries. Donc, on va être dans du lait qui sera détruit pour des raisons qu'on comprend très bien. Donc, plus on contient les bactéries du lait cru en tirage, mieux c'est, et puis on a de chances de pouvoir utiliser ce lait. Mais à l'hôpital, même en dehors de la pasteurisation, quand on donne du lait cru, il faut quand même qu'on respecte, encore une fois, c'est pour des bébés malades, hospitalisés, fragiles. Après, on a Charles qui nous pose la question: quelles informations délivrer pour les femmes ayant un projet d'allaitement long après les 2 ans de l'enfant? L'information. Après 2 ans, ça va être les mêmes que avant 2 ans, hein, on continue. Un long fleuve tranquille, quand on a passé 2 ans. Il n'y a pas, elles n'ont pas besoin d'informations. Voilà. Entre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a pas de. J'avais juste envie de la poser pour dire qu'il n'y avait vraiment pas de limite. Mais tranquillement. Long fleuve tranquille. Après, c'était le choix de l'enfant. Quand on est un peu dans la théorie de l'attachement, c'est toujours la question, c'est le choix de l'enfant de continuer et pas forcément le choix que de la maman. Ouais. C'est important aussi. Répondre aux besoins de l'enfant, avant ses propres besoins à soi. Et on a Madame Bouty Sandrine. Aujourd'hui, il est préconisé d'utiliser l'eau du robinet plutôt que l'eau en bouteille en plastique. Est-ce bien le cas? Cette question. Ouais. Alors, c'est préconisé, oui, puisque on trouve en effet des polluants dans les bouteilles en plastique et puis les nanoparticules. C'est vrai que dans ma fiche substance là, dans les maternelles, j'avais la petite accolade nanoparticules. Mais oui, en effet, l'eau au robinet dans notre pays développé, il faut aussi préciser ça, a cette prévalence d'avoir des surveillances, entre autres au niveau bactérien, qui nous permet de préconiser la préparation des laits infantiles avec une base d'eau du robinet. Voilà. Mais je précise bien dans nos pays développés, puisque ceux qui seraient plus nomades à aller dans les pays en voie de développement, eh bien, on n'a pas cette sécurité sanitaire, donc il faut quand même rester précautionneux. Après, une question qui est un petit peu plus large: comment favoriser davantage les rencontres interprofessionnelles locales autour du soutien périnatal et créer un maillage dans un bassin de population? On sent une réelle demande en fait. Communication, échange sur les compétences et les ressources de chacun, annuaire, action commune, thématique. Voilà, point de suspension. Et ça, c'est Beau de Nathalie qui nous a posé cette question. Et c'est des questions qui ont été posées en amont, pardon, juste parce que vous ne les retrouverez pas sur le chat lorsque vous êtes inscrit au webinaire. Je me permets, mais je crois qu'on y a un peu répondu parce qu'il existe vraiment beaucoup de monde qui intervient autour de l'allaitement et au soutien à l'allaitement avec les associations, l'IHAB, la PMI. Vraiment, je pense que après une connaissance du territoire, il y a les sages-femmes du réseau Périnat. Et vous pouvez vous référer à la sage-femme de votre département pour qu'elle vous oriente dans toutes ces connaissances et cette réorientation. Voilà. Et je rajouterais les collectrices aussi, elles sont sur chacune de leur secteur, elles sont
elles créent un réseau hein, aussi autour d'elles. Bon, elles sont toutes formées à l'allaitement, elles sont en mesure de répondre à certaines questions et de réorienter si besoin. Donc ça peut être aussi des actrices, si elles sont toutes des femmes importantes sur les terrains en proximité parce qu'elles se déplacent aussi chez les mamans au domicile. Après, y a-t-il un moyen de permettre à l'enfant d'accepter le biberon lorsque la maman souhaite passer le relais? C'est Capdeville Nico Pascal qui nous pose la question. On peut essayer de répondre. Silence. Si, moi je pourrais dire que quand même l'apprentissage du biberon, en fait le relais, il est facilité dès l'instant où il y a une dynamique aussi familiale. Voilà. Voilà, ça part de la confiance en soi également, hein, au niveau maternel, de ce relais-là, et de la patience. Voilà, donc un moyen de permettre d'accepter le biberon, pas directement, mais voilà, il faut se sentir convaincu que c'est le bon moment, à la fois pour les parents et à la fois pour l'enfant. Et en général, voilà, il peut y avoir plus ou moins de temps, mais ça finit par se mettre en place. Et on peut peut-être dire que s'il n'y a pas que le biberon, il faut qu'on lui enlève. Voilà, à la fin, la diversification, oui. Et puis, du coup, c'est pour la nettoyer, d'ailleurs. C'est pas un passage obligé, le biberon. Non, notre société qui en a fait un passage obligé. Et même en mettant des logos biberons pour les lieux où on peut changer son bébé, etc. Enfin, ça imprime des choses et à l'heure actuelle, c'est vraiment un passage obligé. Mais non, partout dans le monde, il y a plein de bébés qui sont jamais nourris au biberon, hein, mais ils s'en portent très bien. Enfin, c'est pas forcément. Oui, il voulait juste dire que ça m'est revenu, que c'est pas la peine non plus de penser que c'est à cause du biberon et de la tétine et d'acheter 10 tétines, 10 biberons. C'est pas, le problème n'est pas là. Le problème écologique, c'est quand même plus de 6 millions de biberons par an en France qui sont fabriqués. Et donc, avec les déchets qui se suivent. Donc c'est voilà. Et la majorité des bébés n'auront aucun souci à passer à autre chose, surtout à l'été, hein, parce qu'ils ont quand même aussi découvert beaucoup de goûts différents, etc. Donc ils sont quand même très ouverts à découvrir plein d'autres choses, ces bébés à l'été. Et parce qu'on a aussi des mamans qui, souvent, dans leur discours dès la maternité, disent je commence les biberons parce que je vais reprendre à travailler dans 2 mois et demi, 3 mois. Enfin voilà, je reprends vite. Et en fait, c'est le congé maternité, alors qui est certes court, mais qui est le congé habituel. Et elles s'en inquiètent de cette reprise et de est-ce que leur bébé acceptera le biberon. Donc, je pense qu'il faut déjà rassurer sur le fait que la majorité des bébés voilà, acceptent les relais au sein quand ils en sont prêts. Et sinon, ils inversent un peu leur cycle. Aujourd'hui, ils attendent que leur mère rentre et ils s'en sortent aussi très bien. La place des réseaux sociaux dans le soutien à l'allaitement maternel. C'est Hubert Audrey qui nous pose la question. Qu'en pensez-vous, mesdames? Tous les réseaux, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est ça, c'est que. Mais il y a plus quand même parce que c'est quand même de la bienveillance, c'est des mamans qui sont soutenues, notamment on a parlé de la poussette, enfin, il y a des réseaux qui sont pas mal. Je suis pas contre du tout. Moi, je dirais que sur Internet, il y a quand même effectivement des bonnes et des moins bonnes informations et qu'il y a quand même des sites qui sont absolument géniaux. Je pense au site de l'IHAB, au site de la Leche League, au site du réseau Périnat, où on peut trouver des informations qui sont confirmées, qui s'appuient sur des faits, je perds mes mots, mais des études scientifiques. Et voilà. Je pense que pour la vérité des informations, il faut mieux aller quand même sur des sites. Oui, ou MPIA, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. MPIA, ouais. Très bien. Question pratico-pratique. Question sur le réflexe d'éjection fort. Le rêve. Que préconisez-vous? Oh, la liste est longue. Ah, oui, il y a une bonne question. Non, mais la liste est longue. Et la liste est longue, comment on pourrait y répondre? Voilà, réguler un réflexe d'éjection fort.
il y a plein de petits trucs, hein. C'est vrai que c'est une question quand même qui revient très, très, très souvent. Et souvent, les mères pensent qu'elles n'ont pas assez de lait, alors qu'en fait, elles en ont trop. Et enfin, il y a un petit déséquilibre, surtout au démarrage, mais après, ça se régule. Et il y a plein de petits trucs. Alors là, souvent, on partage aux mères tous les petits trucs et on leur dit de piocher ce qui leur paraît le plus vraisemblable pour elles. Et dans les petits trucs, bah, il y a extraire un petit peu à la main avant de donner le sein. Il y a alors un truc qui paraît contre-productif, mais c'est de rapprocher les tétés. Et en fait, c'est parce que le principe, c'est que en rapprochant les tétés, on va le lait entre deux tétés va peut-être moins s'accumuler dans le sein et partir en jet quand le bébé va être mis au sein au bout de 4 heures, par exemple. Donc, si on rapproche, le lait n'a pas le temps de devenir de nouveau liquide et partir en jet comme ça. Donc, ça fait partie des choses. Et à l'extrême même, on peut même, une fois que la lactation est bien établie, on va faire ça n'importe quand non plus, on peut même proposer à la mère d'allaiter sur un sein 2 ou 3 fois de suite dans un espace d'horaire assez rapproché, sur 3-4 heures par exemple. Si le bébé, surtout des nouveau-nés et qui vont réclamer souvent, il n'y a pas de mal à donner toujours le même sein et ça permet de réguler cette histoire de réflexe d'éjection. Voilà. Il y a plein d'autres petites choses comme ça qu'on peut partager avec les mères. Je ne sais pas, peut-être que vous avez d'autres. À la gauche. Déjà pour le REF, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Le REF, en fait, c'est la livraison du lait en mode Karcher. Donc en fait, ça sort très très vite, très très loin, au lieu de sortir un peu comme dans un tuyau d'arrosage. Et peut-être qu'on peut jouer juste sur la position de la maman. C'est-à-dire, je ne sais pas si on le verra à l'écran, mais si on se penche un petit peu en arrière et que le bébé il est au-dessus de nous, en fait, en position biologique, en position BN, on va réduire ce flux de lait. Et en fait, le bébé, il va très bien gérer juste grâce à la position. Voilà. Peut-être qu'on peut commencer par ça et puis après aller un petit peu plus loin si ça suffit pas. Et rassurer les mamans et dire que ce n'est pas quelque chose de pathologique, hein, ce n'est pas une complication de l'allaitement, comme on entend souvent. Ça les rassure même de se dire qu'elles ont assez de lait. Exactement. Et beaucoup porté en vertical, enfin, beaucoup porté en général. De toute façon, un bébé porté, c'est un bébé qui se porte mieux. Et après, c'est un bébé aussi qui va être capable de gérer ce rêve. C'est-à-dire que le rêve, il n'est pas en continu sur la mise au sein et que les moments où ça risque de sortir un petit peu plus fort, sur les moments d'éjection du lait, il est capable de se reculer et de dire « Oh, le rêve fait une petite pause ». Il est capable de pincer un petit peu, ça c'est pas forcément très agréable pour les mamans, mais de pincer un peu pour réguler aussi le débit, de claquer un petit peu sa langue juste sur ce temps-là, parce que pareil, je régule le débit. Bref, ils sont assez intelligents, ces bébés. Les bouts de sein. Sont-ils à éviter ou sont-ils un allié? C'est Madame Texera Dupuis, Nathalie qui nous pose la question. Ça dépend de situation. Oui ou non, voilà, ça dépend des situations. Donc là, c'est compliqué de répondre. Ça donne lieu à vraiment des consultations personnalisées par des professionnels qui connaissent bien. Donc, pour répondre à la question, oui et non. Très bien. Oui, alors c'est quand même souvent nécessaire chez les bébés prématurés au départ pour favoriser l'accroche. Mais l'idée, c'est que même s'ils ont été nécessaires à un moment donné, ça peut faire passer certains caps parfois. Ça marche pas si bien que ça sur les douleurs aux mises au sein. Il faut d'abord revoir toute la position et pas se dire que le bout de sein, il va être la solution, hein, surtout que quand on a très mal, le réflexe d'éjection est moindre et du coup, il y a quand même moins de transfert de lait aussi dans ce bout de sein. Et par contre, la question, c'est surtout, est-ce qu'on peut pas s'en passer aussi assez rapidement, même si on en a eu besoin à un moment donné? Et parfois, on n'arrive pas à s'en passer dès le début de la tétée, mais pas hésiter à dire aux mamans, voilà, peut-être qu'à l'accroche, sur les premières minutes, on en a besoin, et puis souvent, on peut tout à fait l'enlever au bout de quelques minutes. Et dire aussi qu'on peut faire un allaitement avec aussi des bouts de sein aussi. Il ne faut pas penser qu'il faut absolument les sevrer. Ouais. Ça aussi. Donc, c'est vraiment très, très au cas par cas et individuel. Mais c'est pas systématique. Non. Parce que parfois, j'ai vu dans une liste. Oui, et chose de descente. Non, c'est pas systématique. C'est un peu dommage. C'est vraiment au cas par cas. D'inciter. Ça peut sauver aussi un allaitement. Voilà. Oui, ça peut sauver un allaitement. Exactement. Mais par contre, il faut que la taille soit la bonne. Et souvent, voilà, c'est toujours la bonne taille qui est proposée aux mamans. Oui, une utilisation aussi en humectant un petit peu pour que tu fasses ventouse, parce que ça paraît bête, mais parfois ça marche pas parce que le bout de sein est mal positionné.
mais temporaire. Comment faites-vous pour favoriser l'harmonisation des pratiques soignantes auprès des femmes allaitantes le temps du séjour à la maternité? On va accoucher dans une maternité, bien sûr. La formation. Oui, la formation des professionnels. Ouais. Et la transmission aussi entre professionnels, l'échange entre nous. On n'a pas forcément tout le savoir. Il y a des situations où il est bon d'échanger entre professionnels pour voir ensemble quelles solutions on pourrait trouver pour cette maman, pour ce bébé et avec eux. Voilà. À trouver également. A-t-on des cours de l'enfant uniquement allaité? C'est ça. C'est facile. Je réponds aussi. Voilà, elles ont été éditées par l'OMS, voilà, et elles sont connues, distinguées cours de filles, cours de garçons, et elles sont accessibles en plus sur Internet très facilement. Pardon? Et oui, c'est ce que j'allais dire. Tu vas devancer de quelques secondes. Elles sont moins différentes Oui, du elles ont nouveau été carnet de changées. santé. Voilà, Le elles ont nouveau été carnet de changées. santé, quand même, les cours du nouveau carnet de santé sont quand même un peu plus rapprochés des cours de l'OMS. Donc avant, il y avait une vraie différence. Oui, c'est vrai. Et on peut tout à fait, sur l'application de l'OMS, faire tracer ça. Oui, elles sont accessibles très facilement. Donc, On vous mettra le lien sur le chat. Alors, elle est un peu générale aussi. Gestion de la perte de poids et sortie précoce. En gros, un peu votre avis sur les séjours à la maternité et des séjours qui peuvent être très courts et amener à faire des sorties précoces. Donc, qu'en pensez-vous? Des sorties précoces, de l'allaitement, de l'éventualité d'une prise de poids qui ne serait pas optimale liée à ces sorties précoces? Bah oui, les sorties précoces. Après, tout dépend aussi du contexte. Est-ce que c'est un bébé hypotrophe ou pas? Est-ce que c'est un premier allaitement ou pas? Est-ce que, déjà, c'est jugé de la lactation de la maman et de l'efficacité des mises au sein. Faire confiance aussi aux mamans quand c'est le troisième bébé qu'elles ont allaité sans problème lors de premier. Enfin, voilà, il y a aussi une question de confiance et de pas être les gens et dans nos positions de soignants. Je pense que ça c'est important. Et effectivement, comme je disais, ça en place parce que sur ces sorties précoces, il y a forcément un réseau d'attente. Donc, c'est ça. De toute façon, la sortie précoce, par exemple, on félicite qu'il y a une sage-femme libérale qui passe dès le lendemain de la sortie. Et donc, c'est la condition sine qua non. À partir de là, on sait aussi que si on accepte une sortie précoce, c'est que c'est un bébé qui n'a pas de facteur de risque, une maman qui va bien et que le début de la mise en place de cet allaitement se passe bien. Voilà, et en sortie précoce, dit maman à la maison, chez elle, dans son environnement, et elle sera beaucoup mieux qu'à l'hôpital, dans un environnement comme un peu austère qu'est la maternité. Parce que non, mais si on en et donc ça, c'est vraiment très important. J'ai envie de rajouter aussi quand même qu'historiquement, quand la réflexion sur les sorties précoces a été faite, c'était aussi dans les critères inclusifs des mamans qui n'étaient pas isolées. C'est-à-dire qu'en effet, il y a les raisons médicales et puis il y a les raisons également de l'environnement. Et la condition que sage-femme pour surveiller le médical, mais aussi que les femmes ne rentrent pas seules avec leur bébé. Il faut aussi être attentif en tant que soignant dans les établissements hospitaliers à ça. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un facteur de risque d'échec précoce de l'allaitement quand les femmes sont isolées. Voilà. Question sur la reprise de travail. Comment accompagner les mamans qui ont une perte de lait, en diminution, on va dire, à cause du stress à la reprise du travail? Quelle information et quelle référence on peut donner? C'est la petite et Virginia qui nous pose la question. Les accompagner, justement, il faut les accompagner, c'est le soutien, l'accompagnement, pour leur donner confiance, les soutenir, leur démontrer que c'est possible et qu'on va les accompagner. Là aussi, ça dépend des heures de travail, pour les bébés, la distance entre le domicile, le travail, le mode de garde, tout ça. Et en tout cas, le message, c'est que c'est possible. Une animatrice à la Lecce Ligue a trouvé une expression qu'on aime beaucoup.
On dit plus t'es cool, plus ça coule. Vrai, il y a une question de stress, mais il y a aussi une question de nombre d'expressions dans la journée, malgré tout, parce que on n'a pas toute la même capacité de stockage dans les seins. Donc, il y a des mamans qui peuvent rester de nombreuses heures et qui n'ont pas forcément une chute de leur lactation. Et d'autres qui ont besoin d'exprimer leur lait plus régulièrement. Donc, c'est aussi parfois une capacité de le faire au travail. Donc, et puis aussi, il faut tenir compte aussi du fait que quand elle commence à tirer son lait alors qu'elle allait à 100% son bébé, fatalement, elle ne va pas obtenir beaucoup. C'est petit à petit que ça va augmenter, et d'autant plus quand elle sera en séparation de son bébé, parce que là il y aura un besoin. Elle peut l'avoir anticipé en ayant maintenant. Et peut-être leur rappeler aussi qu'elles ont des droits en reprenant le travail. Elles vont avoir 1 heure au travail pour soit faire venir leur bébé si c'est possible, ça dépend des conventions à chaque fois, mais pour donner le sein au bébé sur leur lieu de travail, ou de tirer la monnaie, et elles ont droit à 1 heure qui sera optionnable dans donc 2 périodes de 30 minutes. Voilà. Alors aussi, il y avait une dame, alors je ne pas me souvenir, qui disait que la substitution en fer ne pourrait pas être donnée directement à la maman pour que le fer passe dans le lait et non pas donné au bébé. Parce que si la maman est carencée, il faut supplémenter la maman. Voilà. Et l'absorption du fer par le lait maternel est excellente. Il faut juste que maman ne soit pas carencée en fer. Donc, pas besoin de donner. Non, il n'y a pas, à part pour le bébé prématuré, sinon il n'y a pas d'indication. À supplémenter en fer. Surtout si on avance d'autres. Puisqu'il y a un transfert qui se fait. Comment? Puisqu'empêche tardif du cordon. Oui, pardon. Quelle solution autre que l'extraction manuelle peut-on proposer aux mères qui souhaitent souverainer leur bébé pour les soulager des tensions mammaires? C'est la plus longue live qu'on pose la question. L'extraction manuelle, c'est la mieux, c'est le plus souvent d'où la ventouse aussi, ça marche. Donc, le recueil, donc, je ne la connais pas. Ah oui, c'est passif. C'est passif. C'est passif. C'est comme une ventouse. C'est comme une ventouse en silicone, en fait, qui permet de récupérer le lait et de soulager le surplus, en effet, présent. C'était un peu l'ancêtre du tirelet électrique, au final, mais là qui est manuel. Là, exactement. Et puis après, les massages, le chaud, qui permet d'évacuer aussi. La technique du verre d'eau chaude aussi, qui peut aider si on n'a pas autre chose sous la main. Très bien. Quelles sont les quantités et la fréquence de l'exposition au lait artificiel à maintenir chez un nouveau-né qui a été exposé à la maternité? Ça, c'est les tableaux En préparation pour adolescents, c'est ça que tu veux dire? Oui. On peut on va botter en touche? Non, on est contre. La réponse est difficile. Là, voilà, parce qu'il n'y a pas vraiment de consensus. Oui, et de règles, de recommandations très strictes. Mais les recommandations seraient en effet pour pas éviter, donc après, si on a donné un complément à la maternité, vraiment on est dans les premiers jours, dans les 8 premiers jours, une préparation pour nourrissons, c'est la raison pour laquelle on se bat contre. Il y a un risque, en effet, lors d'une réintroduction d'un biberon protéine de lait de vache vers 5-6 mois, d'avoir un choc anaphylactique. Donc, c'est pour prévenir ça, qui va être d'autant plus fréquent si on est sur une famille allergique, de continuer à donner des petites quantités tous les jours de... Je crois que ça avait été contesté, ça, finalement. Les professeurs turcs avaient contesté. Alors, juste, je finis. Par rapport à la quantité, c'est des toutes petites quantités qu'il faudrait donner. Ce qui a été très contesté, c'est quand les allergologues ont dit d'emblée, même quand on n'avait pas donné de complément, quand on était en allaitement maternel, de donner systématiquement. C'est ça qui a été contesté. Voilà. Donc, il n'y a pas, donc les conclusions, c'est vraiment, toutes les études, c'est ne pas donner de complément. Voilà. Et bien sûr, la question, c'est oui, mais si on a donné, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où il n'y a pas de réponse claire. Et c'est vrai, c'est très embêtant. On en discutait avec Sandrine, parce que si on fait ça, ça veut dire qu'il faut qu'on achète une boîte de lait. Enfin, c'est complètement aberrant, on marche sur la tête. Qu'on ne va pas finir, qu'il va falloir jeter, parce qu'on a des toutes petites quantités. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a aucune
On dit 10 millilitres, mais je pense que comme on dirait 30, comme on dirait 5. Et la mère qui allait, elle mange des produits laitiers. Tout à fait. En tout cas, il n'y a pas d'études scientifiques qui a défini, il faut faire comme ça. Ce qu'on sait juste, ça, c'est sûr, c'est que si on fait premier jour. Voilà, c'est surtout tout début, si on sensibilise le bébé, il peut faire une réaction tardive très sévère. Oui, vigilance quand même sur les familles très allergiques. Voilà, plutôt. Oui, en plus. Donc répandre le plus l'expression de colostrum et de lait à la maternité pour éviter les compléments. Ah oui. Ce serait Se poser la question pour chaque complément. La majorité ne sont pas justifiés. Voilà, exactement. D'autres questions? D'autres. Et au pire, si on doit donner un complément, il faut que ce soit un hydrolysat de protéines de lait de vache. Soit ça, soit les type riz. Préparation pour nourrissons à base de riz, voilà, parce qu'il n'y aura pas de protéines de lait de vache, voilà. Donc là, je pense que, et honnêtement, les mamans peuvent se battre. Si on doit donner un complément, ça ne doit pas être un premier âge standard, mais un hydrolysat de protéines de lait de vache. Je pense que il y a des allergies croisées avec le lait de chèvre et bien sûr, après au retour à domicile, aucun autre complément ou lait végétal ou quoi que ce soit. Pas d'autres questions? Le mot de la fin? Il y en a sûrement d'autres, mais beaucoup trop personnels pour qu'on puisse y répondre là en direct sur le chat, mais on reviendra vers vous dans un deuxième temps. Eh ben, le mot de la fin, alors. Le mot de la fin, je crois qu'on est toutes cohérentes, en tout cas dans nos réponses. C'est l'accompagnement dès la naissance avec les informations sur la physiologie de la lactation déjà, mettre de côté tout ce qu'on croit savoir et qui ne sont que pour lesquels on se bat tout le temps pour faire enlever les idées préconçues et qui apportent des mauvaises informations aux professionnels. Donc, vraiment, l'information des professionnels, la formation des professionnels et l'information des familles et ce travail en réseau qui est vraiment, en tout cas, le cœur du réseau Périnate Nouvelle-Aquitaine, mais qui est particulièrement important sur l'allaitement. Et puis, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé la mère est l'expert de son bébé. Donc, donner confiance aussi à ces mamans en les accompagnant tout au long de leur allaitement. Et puis, du coup, dans un environnement bienveillant et sain. Merci beaucoup.